On a dit que le contrôle de la convection interne serait réservé au prochain chapitre, sauf le cas particulier des animaux plongeurs. Donc j'ai mis comme exemple les phoques, les otaries, mais vous pouvez rajouter les baleines. Tous les animaux qui font des plongées relativement longues ont un contrôle de la convection du sang lors de leur plongée, avec une circulation sanguine qui est réduite à l'ensemble cœur, poumon, tête. Donc la circulation va encore aux poumons et le petit volume d'air, on a dit que c'est un volume très réduit, le petit volume d'air que les animaux ont gardé dans leurs poumons est utilisé pour la fixation d'oxygène. L'oxygène est présent, a été déjà accumulé sur l'hémoglobine avant la plongée par cette phase d'hyperventilation en surface. Et l'oxygène alimente deux organes qui sont des organes aérobies stricts, que sont le cœur et le cerveau. Le cœur et le cerveau font partie des rares organes qui ne réalisent pas la fermentation et qui donc ne peuvent réaliser que la respiration pour produire de l'oxygène. Ce qui fait que s'ils ne sont plus alimentés, il y a un dégât, c'est ce qu'on connaît bien dans le cas des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, où il y a une rupture d'un vaisseau. Le problème, c'est que la partie du cerveau qui était alimentée en oxygène par ce vaisseau meurt de manque d'oxygène, donc la diminution de la quantité d'oxygène, ce qu'on appelle une hypoxie, et le cerveau plongé en hypoxie meurt dans les 4 minutes. Et c'est exactement la même chose pour le cœur, si ce n'est qu'on va appeler ça un infarctus. La rupture d'un vaisseau, là aussi, cesse l'alimentation du cœur et toute la partie du cœur qui n'est pas alimentée en oxygène meurt. Donc ce sont deux organes qui ont strictement besoin d'oxygène pour faire leur métabolisme et qui sont alimentés par le petit volume d'air qu'il y a dans les poumons, mais surtout par le fait que pendant les phases entre les plongées, l'animal a suffisamment respiré pour qu'il y ait de l'oxygène fixé sur l'hémoglobine, et cet animal a bien plus d'hémoglobine que vous, ce qui fait qu'il peut alimenter le cœur et la tête grâce à la quantité d'oxygène qui a été fixée sur l'hémoglobine avant la plongée. Comme le cœur n'alimente plus les organes distants, mais uniquement la zone cœur-tête, il y a un ralentissement cardiaque qui est très spectaculaire. Dans la phase avant la plongée, on a un rythme cardiaque assez rapide chez le phoque de Weddell, 130 battements par minute, ce qui permet au sang de circuler vite et donc d'alimenter les muscles et de recharger la myoglobine en oxygène. Et par contre, quand l'animal est en forte plongée, quand ça fait 20 minutes par exemple qu'il est déjà en plongée, on observe seulement 30 battements par minute, ce qui est largement suffisant pour alimenter en oxygène le cœur et la tête. Donc là, on a un contrôle de la convection du sang qui s'adapte à la plongée, qui ralentit beaucoup et qui est redistribué. Donc il faudra qu'on explique comment il est possible que le sang reste quasiment dans la zone cœur-poumon, alors que entre deux plongées, ça alimente tout le corps. Donc on verra que ça c'est une propriété des artères. Les artères peuvent redistribuer le sang à l'intérieur de l'organisme et les mécanismes détaillés feront l'objet du prochain cours. Nous ne dirons pas les mécanismes détaillés de la plongée, mais vous verrez comment on peut avoir en général une redistribution du sang lors d'un effort. Le stimulus qui va contrôler la ventilation, il faudra être un petit peu plus précis, c'est le phénomène de ventilation ici qui est contrôlé. Que ce soit en milieu aérien ou en milieu aquatique, ce sont les gaz respiratoires eux-mêmes. Mais ce ne sont pas les mêmes gaz respiratoires qui contrôlent la ventilation dans l'eau et dans l'air. On va démontrer que dans l'eau, le stimulus est l'oxygène, mais contrairement à ce que l'on peut penser de façon intuitive, l'oxygène ne contrôle pas la ventilation dans l'air, mais c'est le CO2. Donc ça, il faudra le retenir parce que spontanément, nous pensons tout le temps que c'est le manque d'oxygène qui est le stimulus, alors que ce n'est pas le cas en milieu aquatique. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas le même stimulus qui déclenche une hyperventilation dans l'eau et dans l'air? Parce que ce qui est important, c'est la solubilité de ces gaz qui fait que ce sont des facteurs limitants pour la respiration. Le facteur limitant de la respiration
dans l'eau, c'est bien sûr l'oxygène. L'oxygène est peu présent, hein, la teneur en oxygène dans l'eau est seulement de 7 ml d'oxygène pur par litre d'eau. On en a très peu. Par contre, le CO2 peut se dissoudre sans aucun problème dans l'eau et peut diffuser sans aucun problème dans l'eau. Donc l'élimination du CO2 n'est pas du tout un problème dans l'eau. Donc ce qui fait que le stimulus permettant de montrer que la ventilation n'est pas bonne ne peut pas être le CO2 dans l'eau, puisqu'il se dissout sans aucun problème dans l'eau et il est éliminé sans aucun problème. Ce qui déclenchera l'hyperventilation, c'est le paramètre le plus limitant, et le paramètre le plus limitant, c'est l'oxygène. Par contre, dans l'air, la situation est complètement différente. L'oxygène est là en très grande quantité, donc ce n'est pas du tout un paramètre limitant. Et la ventilation peut être mauvaise pour le CO2 bien avant d'affecter la pression partielle en oxygène dans les alvéoles. Donc ici, le problème, c'est la solubilité du CO2 dans l'air, sa diffusion dans l'air. Le facteur de diffusion dans l'air est ici de 10-9, contrairement à 10-13 pour de l'eau, ce qui fait que l'élimination du CO2 sera un problème bien avant que la quantité d'oxygène soit limitante. Donc les paramètres limitants, c'est l'apport en oxygène dans l'eau et c'est l'élimination du CO2 dans l'air. Et comme ce sont les paramètres limitants, on comprend qu'avec l'évolution, ce sont ces paramètres-là qui ont été sélectionnés comme stimulus pour adapter la ventilation au fonctionnement de l'organisme. Alors démontrons que, contrairement à ce que croit le grand public, la pression partielle en oxygène n'a pas beaucoup d'effet sur la ventilation des mammifères et est généralement même parfaitement négligeable. Donc pour ça, on immobilise une souris et on va enregistrer la vitesse de la respiration. Et on veut faire diminuer la pression partielle en oxygène dans le sang pour voir si c'est un stimulus. Alors c'est pas simple de faire diminuer la pression partielle en oxygène dans le sang. Mais on peut tricher. On peut lui faire respirer, voire on peut carrément lui injecter un petit peu de monoxyde de carbone. Vous savez que le monoxyde de carbone se fixe sur les massies avec une affinité 210 fois supérieure à l'oxygène, se fixe sur l'hémoglobine, pardon. Ce qui fait que tout se passera comme si la pression partielle en oxygène dans l'air et dans le sang était plus faible que d'habitude parce qu'on aura une saturation plus faible de l'hémoglobine en oxygène. Mais si nous avons triché à l'aide d'un produit chimique. C'est bien plus facile que de mettre un masque sur la souris pour essayer de lui faire respirer un oxygène pour lequel il y a une pression partielle plus faible. Le fait de vouloir mettre un masque sur la tête de l'animal va créer un tel stress que vous allez mesurer simplement l'effet du stress. Alors que si on la met dans une pièce où on peut lui faire respirer un petit peu de monoxyde de carbone, ou si on lui met même une intraveineuse, quelques minutes après l'intraveineuse, l'effet du stress est passé et on ne voit plus que l'effet de la réduction de la pression partielle en oxygène. Donc, on va essayer de faire diminuer la pression partielle en oxygène pour voir ce qui se passe. Donc si on utilise un tout petit peu de monoxyde de carbone, il se passe absolument rien. On est obligé de mimer des réductions de pression partielle en oxygène dans l'air qui représentent 3000 mètres d'altitude pour commencer à avoir une accélération de la fréquence respiratoire. Et pour doubler la fréquence respiratoire, il faut mimer une ascension de l'Everest, parce qu'il faudra mimer des altitudes supérieures à 7000 mètres. Donc on voit que dans les situations standards, où on n'a pas de migration vers l'altitude, si on ne passe pas de la plaine à l'altitude brusquement, eh bien la pression partielle en oxygène n'a strictement aucun effet sur la ventilation. Elle n'aura un effet que en haute altitude, et ça c'est quelque chose que les voyageurs connaissent bien. Par exemple, si on part d'Europe, donc où les aérodromes sont en altitude, et qu'on se pose au Pérou, à Lima,
on va avoir une hyperventilation à la descente de l'avion parce que on est dans une altitude où il y a une pression partielle en oxygène qui est faible. Et au bout de 3 semaines, sera complètement disparu, on sera à la fréquence respiratoire normale, qui est celle de toutes les personnes qui sont là depuis plus de 3 semaines, parce qu'on aura augmenté notre quantité d'hématie grâce à l'érythropoïétine, et on aura augmenté aussi un petit peu le 2,3 BPG, qui permet de libérer un peu plus d'oxygène à proximité des organes, ce qui fait que notre pouvoir oxyphorique se sera adapté, et l'allostérie aussi de l'hémoglobine se sera adaptée à l'altitude et le stimulus aura disparu. Donc on voit que c'est vraiment un stimulus rarissime. Il existe seulement en altitude les premières semaines de la mise en altitude. Et après, c'est quelque chose qui disparaît. Donc c'est quelque chose qui concerne les alpinistes, parce qu'eux, ils ne vivent pas en permanence à la montagne, ils y vont de temps en temps pour faire justement de l'escalade, ou des personnes qui ont ce qu'on appelle une bronchopneumopathie chronique obstructive. Là, ce qui est important, c'est obstructive. Ça veut dire que leurs bronches sont obstruées. Souvent, ce sont des réactions inflammatoires qui viennent faire des réactions sur les bronches et les bronches s'épaississent. Elles sécrètent en plus un mucus qui est relativement épais, qui vient gêner donc le passage de l'air. Et à ce moment-là, c'est pas un problème de manque de pression partielle dans l'air ambiant, c'est que la quantité d'air qui arrive au fond des alvéoles est trop faible. Et c'est seulement à ces conditions-là que la pression partielle en oxygène peut éventuellement être un stimulus, mais même dans ce cas, l'hyperventilation aura été déclenchée bien avant par les variations de pression partielle en CO2. Donc, on peut considérer que dans les conditions normales, la pression partielle en oxygène n'est pas le stimulus de la ventilation chez les mammifères. Alors, puisque ce n'est pas l'oxygène qui est le stimulus qui déclenche la ventilation chez les animaux aériens, on va s'intéresser à l'autre gaz respiratoire qui est le CO2. On commence par une pression partielle en oxygène tout à fait normale de 5 kPa dans l'air. Au repos, nous inspirons et nous expirons un demi-litre d'air par minute. Et au repos, on fait à peu près 15 cycles par minute. Donc ça nous amène à un débit respiratoire classique de 7,5 litres par minute. Si on augmente de façon artificielle la pression partielle en CO2 dans l'air qui est respiré, à ce moment-là, on peut le faire facilement chez des volontaires avec un masque. Donc là, il suffit d'injecter un petit peu de CO2 dans l'air qui passe dans le masque. Par exemple, on multiplie par 2 la quantité de CO2 qui est présent. Et là, on a un affolement de la respiration, puisqu'on peut multiplier par 10 la fréquence respiratoire. Donc, les gens sont en hyperventilation. Alors il ne faut pas le faire trop longtemps parce que comme je vous l'ai dit, ces systèmes d'hyperventilation peuvent amener à l'épuisement. Ici, ça n'amènera pas à des hallucinations parce que nous sommes avec une forte pression partielle en CO2. Donc on a une pression partielle en oxygène qui n'est pas si forte que ça. Alors, pourquoi est-ce que des variations minimes de la pression partielle en oxygène accélèrent autant la fréquence respiratoire? On s'est dit, c'est parce qu'il y a des récepteurs au CO2, en particulier dans le centre de contrôle de la respiration. Donc ce contrôle de la respiration, il est à la base du cerveau. Et puis en plus, on a des récepteurs qui analysent la composition chimique du sang dans les artères qui vont au cerveau, qu'on appelle les artères carotides. On s'est dit, il doit y avoir des récepteurs au CO2, soit dans ces carotides, soit dans les artères qui traversent le cerveau, et en particulier celles qui traversent le centre respiratoire. Et on a beau y chercher, on n'a jamais trouvé de récepteurs au CO2. Ce
qui est assez logique. Le CO2, ça traverse directement les membranes, ça ne se fixe pas directement. C'est très difficile de faire fixer du CO2 par une protéine. Vous savez ce qu'il en est pour la Rubisco, qui a beaucoup de mal à fixer le CO2. On s'est rendu compte que peut-être on n'avait pas cherché le bon stimulus. Le CO2, ça traverse toutes les membranes, y compris ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. La barrière hémato-encéphalique, c'est une barrière qui est propre au cerveau, qui permet d'isoler presque complètement le sang, qui lui circule dans tout le corps, y compris le cerveau, et le cerveau lui-même. Donc on a autour des capillaires cérébraux, on a des cellules supplémentaires qu'on appelle des cellules gliales, qui entourent complètement les capillaires du cerveau et qui empêchent un certain nombre de molécules, la plupart des molécules d'ailleurs, de rentrer à l'intérieur du liquide céphalorachidien. Seules les molécules qui ont un transporteur peuvent arriver à passer la barrière hémato-encéphalique. Et ça, c'est un gros problème quand on va avoir des médicaments qui agissent sur le cerveau, c'est qu'il faut qu'ils puissent passer la barrière hémato-encéphalique, donc quelque part qui ressemble à des molécules normales, afin de pouvoir être reconnus par des transporteurs qui les feront passer du sang au liquide céphalorachidien. Et bien pour le CO2, il n'y a pas de barrière qui tienne. Puisque cette barrière est constituée de cellules gliales, le CO2 passe à travers leurs membranes, comme à travers les membranes de toutes les cellules, et se retrouve dans le liquide céphalorachidien. Ah bah alors, c'est facile. C'est que les neurones du centre respiratoire possèdent des récepteurs au CO2. On a cherché, il n'y en a pas davantage. Les récepteurs au CO2 n'existent pas. Par contre, dans la partie basale du cerveau, qu'on appelle le bulbe rachidien, parce qu'il est juste au-dessus du rachis, juste au-dessus de la moelle épinière, on a trouvé des récepteurs, mais pas au CO2. On a trouvé des récepteurs au proton. Et là, on s'est dit que peut-être le pH du liquide céphalorachidien était le vrai stimulus qui contrôlait la ventilation. Et effectivement, quand chez des animaux, on fait varier, ne serait-ce que de façon infime, le pH du liquide céphalorachidien, sans changer le pH du sang, le pH du liquide céphalorachidien induit une augmentation de la ventilation si on le rend plus acide, ou un ralentissement de la ventilation si on le rend plus basique. Et bien sûr, on comprend maintenant le processus. Le CO2 peut passer dans le liquide céphalorachidien. Le liquide céphalorachidien, comme son nom l'indique, c'est essentiellement de l'eau. Mais il n'y a pas que de l'eau. Il y a toujours la même enzyme, celle que vous connaissez déjà, la fameuse anhydrase carbonique. Elle existe aussi dans le liquide céphalorachidien et elle catalyse la même réaction de transformation en H+, plus CO3-. Alors, les biologistes avaient l'habitude d'écrire H2CO3. Ne montrez pas ça aux profs de chimie. Les chimistes pensent que ça n'existe pas. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, je ne l'ai jamais mis, on est passé directement de CO2 plus H2O donne H+, plus les ions HCO3-. Donc effectivement, la quantité de CO2 détermine la quantité d'ion H+. Ce qui fait que transformer le stimulus CO2 en stimulus H+, est tout à fait pertinent et que le pH du liquide céphalorachidien reflète bien la quantité de CO2 qui est dans le sang, ce qui reflète bien la ventilation des alvéoles, puisque si la ventilation des alvéoles est bonne, on reste avec une pression partielle du sang qui est de 5 kPa, parce que le sang qui se charge en oxygène dans les organes peut libérer qui se charge en CO2 dans les organes, peut libérer ce CO2 au niveau des poumons parce que c'est suffisamment bien ventilé. Et puis au contraire, si la ventilation est mauvaise, imaginons qu'elle soit nulle. Du coup, la pression partielle en CO2 près des organes étant de 6 kPa, celle du sang le devient aussi. Imaginons que la ventilation des poumons soit nulle, donc du coup, le sang ne se décharge pas de CO2 en passant dans les poumons. Il est donc à 6 kPa en traversant le cerveau. Du coup, la pression partielle en liquide céphalorachidien passe aussi de 5 à 6 kPa, ce qui fait une augmentation des ions H+, une diminution du pH, une activation
des récepteurs OH+, ce qui active des neurones. Ces récepteurs OH+, sont sur des neurones, et ces neurones contrôlent les muscles de la respiration, le diaphragme, les muscles intercostaux, mais aussi les muscles élévateurs de la clavicule et de la première côte, ce qui induit la réponse. Et cette réponse est une accélération de la ventilation. Donc chez les animaux aériens, c'est le CO2 via le pH du liquide céphalorachidien qui enveloppe le cerveau qui est le réel stimulus à l'origine de l'augmentation de la ventilation par les neurones du centre de contrôle respiratoire qui sont dans le bulbe rachidien. On avait déjà parlé du bulbe rachidien parce que justement il y avait les neurones qui contrôlent les muscles respiratoires. Et bien c'est chémorécepteur. Alors vous pouvez dire chémorécepteur ou chimiorécepteur. Si vous dites chémorécepteur, vous parlez grec. Si vous dites chimiorécepteur, vous parlez latin. Donc on accepte les deux. La seule chose que l'on ne veut pas, c'est une mix entre les deux. On ne veut pas de chémorécepteur. Si vous parlez grec, vous parlez grec. Et donc CH se prononce K. C'est un chémorécepteur. Donc c'est chémorécepteur, terme qui est utilisé aussi bien pour la protéine qui détecte les H+, que pour le neurone qui le détecte. Donc ici je l'utilise au sens de neurone. Ce neurone chémorécepteur active les motoneurones qui, eux, sont responsables de la contraction des différents muscles qui contrôlent la ventilation. Et chez les insectes? Eh bien, chez les insectes, on a aussi un contrôle de la ventilation via le CO2, mais un contrôle tout à fait différent. Alors, il est facile de montrer qu'il existe un contrôle. Pour ça, on peut observer par exemple les abeilles. Elles ont été filmées au repos et on en a filmé certaines qui étaient très actives dans la ruche, parce que c'est simplement plus facile de filmer dans la ruche, notamment celles qui sont immobiles au-dessus des alvéoles et qui refroidissent les alvéoles où il y a les larves en agitant frénétiquement les ailes. Donc là, elles sont en activité quasiment maximum et leur ventilation est multipliée par 400 par rapport au repos. Donc les mammifères, c'est multiplié par 10. Chez les abeilles, ça peut être multiplié par 400. Mais on peut avoir aussi un autre phénomène qui est un phénomène de ventilation cyclique, mais alors pas avec un cycle régulier, avec des moments de ventilation entrecoupés de moments sans ventilation. Et ça, c'est quelque chose de particulièrement important pour le contrôle des pertes d'eau. Parce que les pertes d'eau se font quand il y a ventilation et n'existent pas, bien sûr, en dehors des périodes de ventilation. Et donc, si l'animal est à l'ombre au moment où il ventile, il perdra beaucoup moins d'eau. Et comme les périodes de ventilation sont espacées de périodes sans ventilation, qui sont relativement longues, eh bien l'animal revient à l'ombre chaque fois qu'il ventile. Donc ici, on l'a étudié chez un très gros papillon, c'est juste parce que c'est plus facile à étudier sur des animaux plus gros, ce gros papillon du Canada qu'on appelle Yalophora. On mesure ici l'ouverture de très gros stigmates thoraciques qu'on appelle un spiracle. Donc il est soit ouvert, soit fermé. Si on transpose ce qu'on connaît avec des mammifères, on va dire on alterne des ouvertures et des fermetures à raison de 15 cycles par minute. Eh bien en fait, ça n'est pas ça du tout, rien à voir. Le spiracle reste ouvert pendant à peu près 40 minutes. Puis il se ferme et si on ne fait pas attention, on a l'impression qu'il reste fermé pendant des heures. Alors en fait, il se réouvre de façon très rapide et se referme. C'est ce qu'on a appelé ici des palpitations. Donc des petites ouvertures transitoires qui n'existent pas pendant les premières heures, mais qui se prolongent ensuite pendant les heures suivantes. On regarde la pression partielle en oxygène qui est présente dans les trachées et la pression partielle en CO2 dans ces mêmes trachées. L'animal est immobilisé, donc on suppose que sa consommation en oxygène est toujours la même, il n'y a pas de modification de l'activité de l'animal. Et puis on va recueillir l'air qui sort des trachées. Ce qui est mesuré ici, c'est la quantité de CO2 qu'il y a dans l'air qui sort des trachées.
Donc bien sûr, pendant les phases où les stigmates sont fermés et le spiracle est fermé, on n'a pas ou quasiment pas d'évacuation de CO2. Donc le CO2 reste à l'intérieur du corps de l'animal. Commençons par ce qu'il se passe à partir de cette période-ci. Je vais changer de couleur pour que vous me suiviez bien, qu'on va appeler le temps zéro. Le spiracle est ouvert, il y a de la ventilation, donc la pression partielle en oxygène augmente, atteint un maximum, pardon, je ne suis pas sur la bonne ligne, atteint ici un maximum au moment de la fermeture du spiracle. Et puis ensuite, comme tout est fermé, le spiracle aussi bien que tous les stigmates, et que l'animal consomme de l'oxygène, il y a une diminution progressive de la pression partielle en oxygène qui va de son maximum 18% jusqu'à 3,5%. Si cette faible quantité d'oxygène était le stimulus, alors cela déclencherait l'ouverture du spiracle. Mais le spiracle va rester fermé pendant des heures. Donc là, on voit bien que ce n'est pas du tout la pression partielle en oxygène qui est le stimulus. Regardons le CO2. La pression partielle en CO2 diminue quand le spiracle est ouvert, puisque le CO2 dégaze et est éliminé du corps de l'animal. Puis ensuite, l'animal réalise la respiration et progressivement, le CO2 qui est produit dans les tissus dégaze dans les trachées, ce qui fait qu'à l'intérieur des trachées, le CO2 augmente progressivement. Et quand ce CO2 atteint 6,5%, on observe une ouverture du spiracle. Et c'est systématique, quel que soit le temps que ça prend pour atteindre les 6,5%, dès que la pression partielle en CO2 dans les trachées est de 6,5%, on obtient une ouverture du spiracle. Donc c'est ça qui est le stimulus de l'ouverture du spiracle qui permet d'éliminer le CO2, de réalimenter en oxygène. Donc pendant tout ce temps-là, où la quantité d'oxygène est arrivée à son minimum, eh bien les tissus fermentent et la fermentation lactique en particulier, produit du CO2. Donc on peut bien voir un arrêt de la consommation d'oxygène tout en voyant une augmentation de la quantité de CO2 par fermentation. Quand on passe de pyruvate 3 carbone à lactate 2 carbone, forcément il y a production de CO2. Et ensuite, lors de la phase d'ouverture du spiracle et d'augmentation de la pression partielle en oxygène, donc pendant cette phase de 45 minutes, la respiration cellulaire permet d'éliminer le lactate est reconverti en pyruvate et la respiration cellulaire reprend. Donc ça permet à l'animal d'aller dans des endroits chauds, dans des endroits secs pendant quelques heures, les heures pendant lesquelles il ne réalise pas la ventilation, puis de revenir à l'ombre pendant 45 minutes, de se réalimenter en oxygène, d'éliminer le CO2 excessif, puis de repartir dans les zones plus sèches ou plus chaudes, tout en limitant ses pertes d'eau.